Les habitants d'un immeuble ordinaire de 5 étages à Drobovice ont appelé la police en raison d'une forte odeur désagréable provenant d'un appartement au rez-de-chaussée. L'odeur était apparue soudainement et s'intensifiait de jour en jour. Au début, les voisins attribuaient ces odeurs étranges à des problèmes domestiques, mais lorsqu'il est devenu impossible de rester sur le palier, ils ont commencé à s'inquiéter et ont contacté la police. Les policiers sont arrivés rapidement, mais la porte était verrouillée. Personne n'a répondu au coup. Sans l'autorisation du procureur, les policiers n'avaient pas le droit de forcer l'entrée de l'appartement. L'attente de l'autorisation formelle a duré 3 jours. Pendant ce temps, l'odeur est devenue insupportable, les habitants évitant même de s'approcher de l'entrée de l'immeuble. Dès que l'autorisation a été obtenue, les agents ont immédiatement forcé la porte. À l'intérieur de l'appartement régnait une insalubrité totale. Des montagnes d'ordures, de la saleté et des hordes d'insectes. L'odeur était particulièrement forte du côté de la salle de bain. Mais l'attention des policiers a d'abord été attirée par la propriétaire de l'appartement, Marina Kostrova. Elle était assise à une table et regardait tranquillement son téléphone, ignorant complètement ce qui se passait. À la question de savoir pourquoi elle n'ouvrait pas la porte, Marina a calmement répondu que, maintenant, ils avaient enfin cessé de pleurer. Après ces mots, les policiers ont immédiatement décidé de vérifier la salle de bain. En ouvrant la porte, les agents ont compris ce que la propriétaire voulait dire. La découverte faite à ce moment-là est devenue le point de départ d'une enquête d'envergure dont toute la ville allait bientôt parler. Les documents de Marina Kostrova, que la police a examinés après avoir forcé l'entrée de l'appartement, semblaient à première vue tout à fait ordinaires. En 2020, elle avait déménagé à Drobovice depuis un petit village près de Lviv. À l'époque, Marina avait 28 ans. 2 mineurs l'accompagnaient, Sofia, alors âgée de 5 ans, et Denis, 3 ans. Dans les documents présentés aux autorités locales, tout était standard et en ordre. Certificat de résidence, copie de passeport, attestation d'absence de casier judiciaire. Aucune mention particulière, rien de suspect. Une famille ordinaire, comme il y en a des centaines dans une petite ville. Marina a rapidement trouvé du travail. Elle a été embauchée à mi-temps comme bibliothécaire à la bibliothèque municipale. Ses collègues la décrivaient comme une personne calme et réservée. Elle accomplissait toutes ses tâches, arrivait et partait à l'heure, mais n'a jamais essayé de nouer des liens étroits avec qui que ce soit. Elle répondait brièvement à toutes les questions et ne participait pas aux conversations personnelles. Cela paraissait étrange, mais n'inspirait pas d'inquiétude. Marina a loué un appartement dans une vieille Khrouchtchevka typique au rez-de-chaussée. Un petit appartement d'une pièce non rénovée, avec une plomberie vétuste et de vieilles fenêtres. Les voisins ont vu qu'elle emménageait sans beaucoup d'affaires, rapidement et discrètement. Elle payait toujours son loyer à temps, la propriétaire de l'appartement n'avait rien à lui reprocher. Au début, les habitants ne prêtaient presque pas attention à leur nouvelle voisine. Marina engageait rarement la conversation, mettait rapidement fin aux échanges et évitait les rencontres dans la cour ou au magasin. Elle apparaissait dans la cour le plus souvent tard le soir. Sofia et Denis semblaient calmes, presque invisibles. Aucun des voisins ne pouvait se souvenir de moments où Marina leur permettait de jouer longtemps dehors ou de discuter avec quelqu'un dans la cour. Cela suscitait une légère surprise, mais personne ne considérait cela comme une raison d'intervenir. Mais il y avait un détail qui paraissait étrange dès le début. Dans tous les documents officiels, à la rubrique « Père », il y avait toujours un tiret. Ni nom de famille, ni prénom, ni information sur sa localisation. De plus, les documents ne contenaient aucune information sur des parents ou des amis proches. C'était comme si Marina cherchait à effacer toute trace de son passé, de sa biographie. Sa nature réservée est devenue évidente même pour les voisins avec le temps. Elle évitait les conversations, ne participait pas à la vie de l'immeuble et ne partageait jamais d'informations personnelles. Si quelqu'un essayait de lui parler dans l'escalier, Marina passait simplement son chemin. C'est ainsi qu'elle s'est progressivement transformée en une invisible, à laquelle on ne prêtait plus attention.
Cela semblait être son choix personnel, et les gens ne se demandaient pas pourquoi une jeune femme avec 2 mineurs s'isolait si soigneusement des autres. Personne n'aurait pu imaginer à l'époque que cette discrétion et ces vides étranges dans les documents seraient les premiers signes alarmants qui deviendraient plus tard importants pour l'enquête. Ce sont ces détails qui révéleraient à l'avenir la terrible vérité sur la vie derrière la porte de l'appartement du rez-de-chaussée. Environ 1 an après le déménagement de Marina, les habitants ont commencé à remarquer des choses étranges. Au début, personne n'a prêté une attention particulière aux bruits rares et indistincts qui provenaient parfois de son appartement. Les gens les attribuaient à la vétusté de l'immeuble et à la mauvaise insonorisation. Mais peu à peu, les bruits sont devenus réguliers et de plus en plus inquiétants. Parfois, les voisins entendaient clairement des pleurs étouffés qui les mettaient mal à l'aise. Un peu plus tard, des coups sourds s'y sont ajoutés, comme si des meubles lourds tombaient dans l'appartement ou si quelqu'un claquait violemment une porte. Les voisins ont commencé à discuter plus souvent de ces bruits entre eux, mais au début, personne n'osait agir. Ils espéraient que ce n'étaient que des problèmes temporaires ou de simples querelles familiales. Cependant, les bruits n'ont pas cessé. Au contraire, ils sont devenus plus forts et plus fréquents avec le temps. Certains habitants ont même essayé de frapper à la porte de Marina pour demander si tout allait bien, mais elle n'ouvrait tout simplement pas et ne réagissait d'aucune manière. Fin mars 2023, l'anxiété des habitants a atteint son paroxysme et, le 25 mars, ils ont déposé une plainte officielle auprès des services sociaux pour demander une vérification de l'appartement. La première inspection a eu lieu le 28 mars. Conformément au règlement du service, Marina a été prévenue à l'avance de la visite des inspecteurs. Lorsque les contrôleurs ont frappé à la porte, elle les a laissés entrer calmement et sans poser de questions. À l'intérieur, les inspecteurs ont découvert un appartement tout à fait ordinaire, des pièces propres, des affaires bien rangées, des produits frais dans la cuisine. Sophia et Denis étaient assis tranquillement à côté, dans des vêtements propres, en silence et sans bouger. L'inspection n'a rien révélé de suspect. Les inspecteurs ont rédigé un rapport concluant que les conditions de vie sont satisfaisantes et ont classé la plainte. Après cette inspection, une courte période de calme s'est installée. Les gens ont cru qu'ils avaient peut-être surestimé la situation et que les bruits n'étaient que des détails insignifiants. Cependant, à l'approche de l'été, la situation s'est de nouveau dégradée. Dès juillet 2023, les habitantes ont recommencé à se plaindre des mêmes bruits inquiétants. Les pleurs et les coups étranges s'entendaient même pendant la journée, et la nuit, ils étaient devenus constants. Les gens ont de nouveau commencé à s'énerver, discutant du fait que la situation semblait anormale et qu'il était temps de faire quelque chose. Le 15 août 2023, les habitants ont déposé une deuxième plainte auprès des services sociaux, indiquant que la situation s'était considérablement aggravée. Cette fois, les agents du service ont décidé de faire une visite surprise pour prendre la propriétaire au dépourvu. Mais le hasard a contrarié les plans des inspecteurs. 2 jours avant la visite, Marina a surpris une conversation entre voisines près de l'entrée de l'immeuble concernant le dépôt d'une nouvelle plainte et une éventuelle visite d'inspection. Par conséquent, lorsque les inspecteurs ont frappé à l'improviste à sa porte le soir du 18 août 2023, Marina était prête. Elle a de nouveau accueilli les contrôleurs avec un calme et une assurance absolue. L'appartement paraissait impeccable, comme si Marina attendait spécialement une visite. Des produits frais se trouvaient dans la cuisine, tous les meubles et objets étaient soigneusement rangés, les pièces étaient propres et aérées. Sophia et Denis, comme la fois précédente, étaient assis tranquillement, sans montrer aucun signe d'inquiétude. Marina répondait calmement aux questions des contrôleurs, se montrant convaincante et naturelle. Les inspecteurs ont examiné attentivement l'appartement, ont ouvert les placards, vérifié la salle de bain et la cuisine, mais n'ont de nouveau rien trouvé de suspect. Formellement, il n'y avait aucune raison de douter du bien-être de la famille, et l'affaire a été de nouveau classée.
Ce n'est que plus tard, lorsque la tragédie s'est produite, que les enquêteurs ont découvert à quel point Marina se préparait minutieusement aux inspections. Chaque fois avant une visite, elle commandait à l'avance des produits frais, nettoyait méticuleusement l'appartement et aérait les lieux. Marina donnait à l'avance des instructions à Sofia et Denis sur la manière de se comporter devant des inconnus, rester assis tranquillement, ne pas parler, ne pas attirer l'attention. Et les 2 fois, son plan a fonctionné à la perfection. Après la 2e inspection, les voisins se sont définitivement calmés et ont décidé qu'ils s'étaient alarmés pour rien. Les services sociaux n'ayant trouvé aucune infraction, les habitants ont cessé de prêter attention aux étrangetés provenant de l'appartement de Marina. Tous se sont convaincus qu'ils avaient exagéré le danger et s'étaient inquiétés sans raison. De l'extérieur, la situation semblait tout à fait normale. Mais derrière la porte du premier appartement, à ce moment-là, des événements commençaient déjà à se dérouler qui allaient bientôt se transformer en l'une des enquêtes les plus graves et les plus choquantes de la ville. En août 2024, la police a obtenu un mandat pour forcer l'entrée de l'appartement de Marina. À ce moment-là, les voisins se plaignaient depuis une semaine d'une odeur âcre et suffocante provenant de son appartement au rez-de-chaussée. Il n'était plus possible d'attendre et le groupe d'intervention s'est mis en action. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils s'attendaient à faire face à une scène difficile, mais la réalité s'est avérée bien pire que leurs attentes. La porte a été forcée d'un seul mouvement précis. Immédiatement après, un air dense et lourd s'est échappé de l'appartement, obligeant les policiers à reculer d'un pas. L'odeur était si forte que les agents ont immédiatement mis des masques avant d'entrer. Chaque seconde de l'opération était enregistrée par des caméras pour le procès-verbal. Une fois à l'intérieur, les agents ont été confrontés à une insalubrité et un désordre complet. Le sol était couvert de taches séchées d'origine inconnue, des cafards couraient sur les murs, et près de l'entrée de la salle de bain gisaient des sacs poubelles dégageant une forte odeur de pourriture. Les murs de l'appartement étaient recouverts de saleté et de taches d'humidité. Ce qu'ils voyaient était difficile à concilier avec les rapports des services sociaux où les conditions de vie étaient décrites comme satisfaisantes. Dans la cuisine, au cœur de ce chaos, la propriétaire elle-même, Marina Kostrova, était assise tranquillement à une table. La femme semblait complètement détachée, continuant à regarder calmement l'écran de son smartphone. À l'arrivée de la police, elle n'a eu aucune réaction et n'a même pas levé la tête. Son comportement a déconcerté les agents qui s'attendaient à une réaction quelconque à leur présence. Les policiers ont commencé l'inspection et ont minutieusement documenté l'état de l'appartement. Ils ont photographié les ordures, les vêtements sales, la vaisselle et les insectes. Ils ont particulièrement noté à quel point le smartphone en état de marche et entièrement chargé entre les mains de Marina paraissait anormal dans ces conditions. Ce contraste étrange a été immédiatement consigné dans le procès-verbal comme un détail significatif. La source principale de l'odeur ne se trouvait ni dans la cuisine ni dans la pièce à vivre. Les agents ont immédiatement établi qu'elle provenait de la salle de bain, située juste en face de la porte d'entrée, près du couloir. En s'approchant, les agents ont découvert que la porte de la salle de bain était fermement fermée et verrouillée de l'extérieur par un crochet métallique. La poignée de porte était recouverte d'une couche de saleté collante et des insectes rampaient au sol en dessous. Les interstices autour de la porte étaient humides et sombres, indiquant clairement que quelque chose de grave se cachait derrière. L'enquêteur a soigneusement noté la position du verrou et de la poignée de la porte. Il ensuite fait signe à l'un des agents d'ouvrir la porte. Lorsque le crochet a été retiré, Marina a pour la première fois levé les yeux de son smartphone et a regardé calmement en direction de la salle de bain. Elle a prononcé quelques mots, dont les agents ont compris que ce qui se trouvait derrière la porte fermée était précisément la cause de l'appel à la police et des plaintes des voisins concernant les pleurs et les bruits étranges. La porte s'est ouverte sans effort. De la salle de bain, un flux d'air encore plus fort s'est immédiatement échappé, hucillé par une odeur de décomposition qui a fait que les agents se sont instinctivement couverts le visage.
Cependant, leur professionnalisme leur a permis de garder leur calme et de continuer leur travail. Ce que les agents ont vu derrière la porte a confirmé leurs pires craintes. Cette découverte est instantanément devenue une preuve clé et a donné à toute l'affaire une toute autre dimension. Il est devenu clair à ce moment-là que l'appel des voisins pour une odeur désagréable s'était transformé en une enquête des plus sérieuses, qui serait par la suite reconnue comme l'une des plus complexes et des plus difficiles de la carrière de tous les agents ayant participé à l'inspection de l'appartement de Marina Kostrova. Dès que les policiers sont entrés dans la salle de bain et ont vu la scène effroyable dans la vieille baignoire en fonte, leur attention s'est de nouveau portée sur Marina Kostrova. Elle manifestait une indifférence totale à ce qui se passait, ce qui n'était pas lié à un simple état de choc, mais à son détachement émotionnel général. Elle semblait complètement absorbée dans sa propre réalité intérieure et ne montrait aucune des réactions humaines typiques, comme la peur, l'inquiétude ou la tentative de dissimuler la situation. Parmi tout ce qui s'est offert aux yeux de la police, c'est son comportement qui a paru particulièrement anormal. Le calme et l'indifférence de la femme n'étaient pas seulement étranges. Ils sont devenus le premier signal que l'affaire était bien plus complexe et sombre qu'il n'y paraissait au départ. Au moment où les restes de Sofia et Denis ont été découverts, Marina continuait de s'asseoir tranquillement à la table de la cuisine. Malgré le bruit, les mouvements des agents et la lumière des lampes de poche, elle n'a fait aucun mouvement pour regarder ou réagir d'une quelconque manière à ce qui se passait. Elle tenait toujours son téléphone avec l'écran allumé. Elle continuait de faire défiler quelque chose lentement, comme si le monde qui l'entourait était tout à fait normal et la visite de la police un événement anodin. Les policiers se sont approchés d'elle et lui ont signifié son arrestation. Sans la moindre émotion, Marina s'est levée, a lentement posé son smartphone sur la table et s'est laissé passer les menottes sans résistance. Elle n'a prononcé aucune parole de protestation, ni tenté d'expliquer la situation. Les agents avaient rarement vu un tel comportement. Habituellement, les suspects tentent de se justifier, engagent la conversation, posent des questions. Mais cette fois, ils faisaient face à un silence et une indifférence complets. Les enquêteurs ont immédiatement consigné un fait important. Au moment de la découverte des restes et de l'arrestation qui a suivi, Marina était la seule adulte dans l'appartement. La porte d'entrée était verrouillée de l'intérieur, les fenêtres fermées et aucune trace d'effraction n'a été trouvée. Ainsi, elle est immédiatement devenue l'unique et principale suspecte dans l'affaire. Lorsque les agents ont tenté d'obtenir de premières explications de Marina sur les lieux, ses réponses ont été brèves et sans émotion. Elle n'a pas nié les faits évidents, n'a pas émis d'hypothèse et n'a pas tenté d'accuser quelqu'un d'autre. La seule chose que les agents ont réussi à entendre était la constatation calme que Sofia et Denis n'étaient plus en vie. Marina n'a même pas essayé d'expliquer les circonstances de ce qui s'était passé ou les raisons pour lesquelles cela s'était produit. Le comportement de la suspecte a été minutieusement documenté par les enquêteurs. L'absence de résistance, le calme total, le soin apporté à ses affaires personnelles, tout cela a été détaillé dans le procès-verbal. Les agents ont même noté des détails mineurs, comme la manière soignée avec laquelle elle a posé son smartphone avant que ses mains ne soient menottées. Il semblait que la technologie et ses effets personnels l'intéressaient bien plus que la scène horrible qui se déroulait à quelques mètres de là. Il est très vite devenu évident que l'affaire serait beaucoup plus complexe qu'elle ne le paraissait aux agents dans les premières minutes. La suspecte n'était ni en état de choc ni désemparée. Au contraire, elle semblait parfaitement consciente et en contrôle de ses actions. Marina comprenait clairement la situation, mais son indifférence absolue indiquait qu'elle avait pris à l'avance la décision de ne pas résister et de ne fournir aucune explication. Le procès-verbal a spécifiquement noté l'absence de signes de lutte, de tentative de fuite ou de dissimulation de preuves. La femme se comportait comme si elle était prête depuis longtemps à l'arrivée des policiers et à son arrestation. Cela rendait son comportement particulièrement troublant et nécessitait des éclaircissements supplémentaires. Ainsi,
L'affaire, qui avait commencé par un simple appel suite aux plaintes des voisins, a pris dès les premières minutes de l'enquête un caractère extrêmement grave et complexe. Les enquêteurs devaient non seulement rassembler des preuves et des indices, mais aussi découvrir les raisons et les motivations du comportement d'une femme restée assise tranquillement dans son appartement près de Sofia et Denis après que la situation ait échappé à tout contrôle. Lorsque les experts de la police scientifique sont arrivés sur les lieux, les policiers leur ont cédé le passage en silence, signifiant que la suite de l'inspection relevait désormais de leurs compétences. Un silence absolu régnait dans l'appartement, et l'air était si lourd et vicié que même les spécialistes les plus expérimentés ont dû s'arrêter quelques secondes avant d'entrer. Les experts ont commencé leur inspection par la salle de bain, car c'est là que se trouvait l'épicentre de tout ce qui s'était passé dans cet appartement. Ils ont d'abord constaté que la porte de la salle de bain était fermée de l'extérieur par un crochet métallique, et qu'il n'y avait aucun signe de tentative d'ouverture forcée ou d'effraction. La surface de la porte et de la poignée était recouverte d'une couche de saleté collante, et des insectes se déplaçaient sur le sol, ce qui indiquait clairement une longue absence de nettoyage. À l'intérieur de la salle de bain, il faisait une chaleur étouffante, et l'odeur était si âcre que les agents devaient travailler avec des masques. Dans le procès-verbal d'inspection, ils ont noté en détail une vieille baignoire en fonte, vide et sans aucun signe d'utilisation récente d'eau. À côté, sur le sol, ils ont relevé la présence d'une bouteille d'eau vide et d'un morceau de pain qui, avec le temps, était devenu dur comme de la pierre. Dans la baignoire même, recouvert d'une fine serviette humide, se trouvaient Sofia et Denis. Les experts ont immédiatement déterminé que leur état indiquait qu'ils se trouvaient là depuis au moins une semaine. L'environnement humide et chaud de la salle de bain avait considérablement accéléré les processus de décomposition. Ce fait a été détaillé dans le rapport comme une confirmation supplémentaire de la chronologie des événements. L'expert de la police scientifique présent sur les lieux, André Gnatiuk, qui avait été confronté aux cas les plus difficiles de sa carrière, mentionnera plus tard dans son rapport que ses mains ont tremblé ce jour-là pour la première fois depuis de nombreuses années. Il a souligné que la raison n'était pas la scène elle-même, mais l'ordre silencieux et effrayant avec lequel tout s'était produit. Cette indifférence, ce calme et l'absence de tentative de dissimuler ce qui s'était passé l'ont troublé plus que tous les événements qu'il avait vus auparavant. Les spécialistes ont travaillé pendant environ 2 heures, consignant chaque détail. Le procès-verbal a spécifiquement noté l'absence totale de traces de lutte, d'empreintes étrangères et de tout signe de la présence d'autres personnes dans l'appartement. Tout indiquait uniquement la présence de Marina et des 2 mineurs. La porte, fermée de l'extérieur, et la position du crochet intacte et non touchée confirmaient également que Marina était la dernière personne à avoir eu accès à cette pièce. Lorsque l'inspection initiale s'est terminée, les experts ont quitté les lieux dans un silence quasi total. Gnatiuk a enlevé ses gants en silence et a simplement informé ses collègues qu'aucun procès-verbal ne pourrait jamais traduire pleinement le sentiment d'impuissance et d'horreur ressenti dans les premières secondes de l'inspection. Dans leurs conclusions préliminaires, les experts ont confirmé. Tout s'est passé il y a environ 1 semaine. Ce n'était pas une simple conclusion, c'est devenu le point de départ de la phase suivante, plus approfondie, de l'enquête. L'enquête devait maintenant déterminer quels événements avaient précédé la tragédie, depuis combien de temps Marina planifiait ce qui s'est passé et pourquoi elle n'a fait aucune tentative pour changer ou arrêter la situation, restant à proximité tout ce temps. Après que les experts de la police scientifique ont communiqué les résultats de l'inspection, une question naturelle s'est posée à tous les membres de l'équipe d'enquête. Comment Marina avait-elle pu passer une semaine entière dans l'appartement après ce qui s'était passé dans la salle de bain? Même les enquêteurs les plus expérimentés avaient du mal à imaginer une telle scène. Continuer à mener une vie normale dans un lieu où se trouvaient ses proches qui ne donnaient plus signe de vie. Pour comprendre ce qui se passait, l'enquête a commencé à reconstituer en détail les événements de cette semaine. Les données de ses conversations téléphoniques, de ses correspondances et toutes les informations sur son activité sur Internet ont été demandées à l'opérateur de téléphonie mobile.
Les documents obtenus ont stupéfié même les agents ayant une grande expérience des enquêtes. Marina passait en effet la quasi-totalité de son temps libre à la maison, à l'exception de courtes sorties à la bibliothèque où elle travaillait à mi-temps. Selon les données de facturation, la majeure partie de la journée était passée par elle dans l'appartement. Elle ne quittait l'appartement que de temps à autre, brièvement, soit pour aller au travail, soit pour récupérer une livraison de nourriture auprès d'un coursier. Les commandes de nourriture étaient quotidiennes, sushis, pizzas, salades, soupes. Les coursiers du service de livraison, interrogés plus tard par les enquêteurs, ont confirmé que la femme se comportait de manière tout à fait normale, n'attirant en rien leur attention. La porte de l'appartement ne s'ouvrait que juste assez pour prendre le sac, et les conversations étaient brèves et neutres, sans aucun signe d'inquiétude ou de nervosité. L'activité Internet de la femme s'est avérée encore plus étrange et alarmante. D'après les données de son smartphone et de l'opérateur mobile, il a été révélé que Marina passait presque tout son temps libre sur l'application TikTok. Elle regardait de courtes vidéos, mettait des j'aime et enregistrait les publications qui lui plaisaient particulièrement. Le temps moyen passé sur l'application était de 8 à 9 heures par jour. Parmi les contenus visionnés figuraient de simples vidéos humoristiques, des recettes de cuisine, des critiques de cosmétiques et de vêtements. L'enquête a particulièrement souligné que, pendant cette semaine, la femme n'avait jamais utilisé les moteurs de recherche pour des requêtes liées à la médecine, à l'aide psychologique ou aux moyens de dissimuler des traces. Pendant tout ce temps, Marina effectuait également de petits achats en ligne, cosmétiques, articles ménagers et vêtements. Selon les données des systèmes de paiement, elle a même eu le temps de renouveler son abonnement à un service de musique. Toutes ces actions étaient celles de quelqu'un dans une situation quotidienne normale, où rien d'inquiétant ou d'extraordinaire ne se produisait. Les enquêteurs ont particulièrement noté que son activité sur Internet était enregistrée même la nuit, souvent jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Ainsi, Marina passait ses nuits dans le même appartement, à une distance de littéralement 2 mètres de la salle de bain où Sofia et Denis ont été retrouvés. En confrontant tous ces faits, le comportement de Marina paraissait totalement inexplicable du point de vue d'une personne ordinaire. Non seulement la femme ne montrait aucun signe de stress ou d'anxiété, mais elle ne tentait même pas de changer la situation. Il n'y a eu aucune tentative de quitter l'appartement pour une longue durée, de contacter quelqu'un, de demander de l'aide ou de réagir de quelque manière que ce soit à ce qui se passait. Au contraire, il semblait qu'elle s'était délibérément coupée de la réalité, se plongeant complètement dans un monde virtuel et des actions domestiques routinières. Ces actions tout au long de la semaine indiquaient qu'elle s'était complètement détachée de la réalité et existait dans un cercle fermé d'actions habituelles. Elle n'a fait aucune tentative pour changer la situation, non pas parce qu'elle ne le pouvait pas, mais parce qu'elle ne le jugeait pas nécessaire. Sa conscience semblait avoir refusé de reconnaître la réalité de ce qui s'était passé, ignorant toutes les circonstances extérieures. Les experts et les enquêteurs ont noté dans leur rapport qu'un tel comportement ne pouvait s'expliquer par un simple choc ou un trouble émotionnel. Marina ne manifestait pas les réactions typiques des personnes se trouvant dans une situation similaire. Au contraire, son état était caractérisé par une indifférence émotionnelle totale et une isolation par rapport à ce qui se passait. Pour les policiers, c'est devenu le principal détail inquiétant qu'il était impossible de ne pas approfondir. Ainsi, c'est cette étape de l'enquête qui est devenue un tournant. Le comportement de la suspecte, sa froideur émotionnelle et son détachement absolu ont poussé les enquêteurs à envisager la nécessité d'une expertise psychiatrique approfondie. Les enquêteurs devaient maintenant comprendre quel motif interne et quel état psychologique avait conduit Marina à un comportement si étrange, lui permettant de passer une semaine à proximité immédiate du lieu de la tragédie sans entreprendre aucune action et sans manifester d'émotions humaines. Lorsque les enquêteurs se sont penchés sur l'aspect financier de l'enquête, l'hypothèse de la pauvreté était la plus évidente. Une femme travaillant comme bibliothécaire à mi-temps, vivant dans un appartement en location dans une vieille Khrouchtchevka de Drobobytch,
Pour beaucoup, la situation semblait logiquement explicable. La pauvreté aurait pu être la cause de ce qui s'est passé. C'est pourquoi les agents ont d'abord décidé de vérifier à quel point la situation matérielle de Marina Kostrova était difficile. La première vérification a eu lieu dans la cuisine. Les policiers s'attendaient à trouver un réfrigérateur vide et des placards remplis de déchets et de vieilles nourritures depuis longtemps impropres à la consommation. Cependant, le tableau était différent. Le réfrigérateur était assez plein. Sur les étagères se trouvaient des produits carnés, des légumes frais, du lait, des yaourts, des œufs. Il y avait aussi des produits avariés, des fruits séchés, des légumes noircis, des morceaux de pain couverts de moisissures. Les produits étaient manifestement achetés régulièrement, mais la plupart d'entre eux restaient intacts, se gâtant progressivement et ajoutant à l'insalubrité de l'appartement. Sur la table de la cuisine, on a trouvé des emballages de nourriture provenant de cafés et de restaurants locaux, de nombreuses boîtes n'étant pas complètement vides. Les reçus témoignaient que la livraison de nourriture était fréquente, les dernières commandes ayant été passées quelques jours seulement avant l'arrivée de la police. Les enquêteurs ont immédiatement eu des doutes sur l'hypothèse de la pauvreté. Les achats réguliers de produits et la livraison de plats préparés contredisaient clairement le besoin financier. Pour clarifier complètement la situation, les documents bancaires de Marina des derniers mois ont été demandés. La situation financière était à première vue ambiguë. Le revenu officiel de Marina était en effet faible. Le salaire d'une bibliothécaire à mi-temps à Drobovič était d'environ 4000 grivnias, ce qui couvrait à peine les besoins les plus élémentaires. Les allocations sociales qu'elle recevait en tant que mère célibataire étaient également modestes, s'élevant à environ 2500 grivnias par mois. Ensemble, cela ne suffisait même pas à payer le loyer de l'appartement, dont le coût, selon les données de l'enquête, était d'environ 5000 grivnias par mois. Cela seul signifiait que la femme devait avoir des sources de revenus supplémentaires. En examinant plus attentivement les relevés bancaires, il est devenu clair d'où provenait cet argent supplémentaire. Les enquêteurs ont découvert des virements mensuels réguliers de la mère de Marina, qui vivait séparément dans une autre ville. Ces montants s'élevaient à environ 10 000 à 12 000 grivnias par mois. C'est ce qui lui permettait de payer son logement en location, les charges et Internet, ainsi que de faire des achats périodiques de produits alimentaires, de vêtements et d'articles ménagers. De plus, 3 mois avant la tragédie, Marina avait contracté un petit crédit en ligne d'environ 20 000 grivnias. L'argent avait été dépensé exclusivement pour ses besoins personnels, cosmétiques, parfums, vêtements et commandes régulières de nourriture à domicile. Les relevés bancaires enregistraient clairement ces achats, réguliers et stables, sans aucun signe d'économie. La découverte la plus alarmante et la plus importante pour les enquêteurs fut ce qui manquait totalement dans les relevés. Au cours des 3 derniers mois, aucun achat lié aux besoins de Sofia et Denis n'a été enregistré. Aucun produit habituellement nécessaire pour les soins des mineurs n'a été acheté. Ni nourriture spécialisée, ni vêtements, ni médicaments, ni produits d'hygiène personnelle. Le dernier achat de ce type, selon les relevés, avait été effectué environ 4 mois avant la tragédie. C'est à partir de ce moment que les enfants, selon les témoignages des voisins, ont cessé d'apparaître dans la rue et que leur état physique a commencé à se détériorer rapidement. Les enquêteurs, en comparant les documents financiers et les témoignages des voisins, se sont définitivement convaincus que la fin de Sofia et Denis n'était pas la conséquence de la pauvreté. Marina pouvait non seulement se permettre de fournir à ses enfants un minimum de nourriture et les soins nécessaires, mais elle dépensait aussi régulièrement de l'argent pour elle-même, ignorant de manière flagrante leurs besoins. Il a également été possible d'expliquer l'état de l'appartement. Bien que des produits frais apparaissaient régulièrement dans la maison, Marina ne cuisinait presque pas et n'essayait même pas de maintenir un ordre élémentaire. La plupart des produits restaient non déballés, se gâtaient rapidement, s'accumulaient et pourrissaient, transformant progressivement l'appartement en un lieu insalubre.
Ainsi, la saleté, la moisissure et les insectes n'étaient pas le résultat d'un manque d'argent, mais la conséquence d'une indifférence absolue envers son propre foyer et d'une absence totale de soins pour son logement. L'hypothèse de la pauvreté était désormais complètement écartée. Les événements tragiques étaient le résultat du comportement conscient de Marina Kostrova. L'enquête était confrontée à une toute nouvelle tâche, comprendre les véritables raisons, les motivations psychologiques et les circonstances qui l'avaient amenée à cesser de s'occuper de ceux qui se trouvaient à ses côtés. C'est sur cet objectif que s'est concentrée la phase suivante de l'enquête. Après que l'hypothèse des problèmes financiers a été complètement écartée, le rapport officiel de l'expertise médico-légale est devenu décisif pour l'enquête. C'est ce document qui devait confirmer ou infirmer définitivement tous les soupçons apparus chez les agents au cours de l'enquête. Le rapport des experts médico-légaux est arrivé quelques jours plus tard. Le document était rédigé dans un langage médical sec et formel. Cependant, derrière les termes dénués d'émotion se cachait une image claire et cruelle des événements. Selon le rapport médical, la cause principale de la tragédie était la dystrophie alimentaire, une forme extrême d'épuisement de l'organisme due à un manque chronique de nourriture et d'eau. Les experts ont spécifiquement souligné qu'aucune trace de violence physique, d'empoisonnement ou de consommation de substances n'a été détectée. Le rapport indique qu'un tel épuisement se développe progressivement et peut durer plusieurs semaines ou mois, confirmant l'hypothèse d'une négligence prolongée et systématique des besoins fondamentaux de Sofia et Denis. Après avoir reçu le rapport d'expertise, les enquêteurs ont de nouveau inspecté l'appartement en accordant une attention particulière à la salle de bain où Sofia et Denis ont été retrouvés. Une deuxième inspection a confirmé que la porte de la salle de bain était équipée de l'extérieur d'un dispositif de verrouillage simple mais solide qui empêchait toute ouverture de l'intérieur. La salle de bain était totalement inadaptée à un séjour prolongé. Il n'y avait ni nourriture ni eau. Seules des bouteilles en plastique vides, non utilisées depuis longtemps, ont été découvertes. La salle de bain n'avait pas de fenêtre, la ventilation était presque inexistante et les conditions y étaient extrêmement difficiles, même pour un court séjour. Au cours d'une analyse supplémentaire, les enquêteurs ont établi un fait important. Marina laissait périodiquement Sofia et Denis sortir de la salle de bain, mais uniquement pour de courtes périodes. Pendant ces moments, elle leur donnait des portions minimales de nourriture et d'eau, à peine suffisantes pour maintenir leur fonction vitale. C'est ce qui leur a permis de survivre pendant une longue période, tout en s'épuisant progressivement. Ce sont les apparitions épisodiques des enfants dans la cour et les brèves visites des services sociaux qui ont créé une fausse impression de vie de famille normale, n'éveillant pas de soupçons particuliers chez les voisins. Les enquêteurs ont également découvert la raison pour laquelle les enfants avaient cessé de fréquenter le jardin d'enfants. Quelques mois avant la tragédie, Marina avait officiellement déposé une demande pour les en retirer, expliquant cela par des maladies fréquentes et son désir d'élever les enfants elle-même. Le jardin d'enfants a confirmé que, avant leur retrait, Sofia et Denis fréquentaient l'établissement de manière très irrégulière, si bien que l'arrêt brutal de leur visite n'a pas suscité de soupçons. Ainsi, l'analyse des experts a définitivement confirmé les hypothèses de l'enquête. La tragédie était le résultat d'actions conscientes et systématiques. Le rapport officiel des experts médicaux a exclu les hypothèses d'un accident ou d'une maladie. Il ne restait plus à l'enquête qu'à élucider les véritables motivations psychologiques qui ont conduit au comportement de Marina, cause de la tragédie. Après que les enquêteurs ont définitivement compris le mécanisme du crime et écarté la version financière, les avocats de Marina Kostrova ont avancé une nouvelle stratégie de défense. Leur argument principal était que la femme ne pouvait pas être pleinement consciente de ses actes car elle souffrait prétendument d'une grave maladie mentale. C'est ainsi que les avocats expliquaient son comportement étrange, presque insensible, tout au long de l'enquête. Cette version a immédiatement suscité un large débat public.
L'affaire avait depuis longtemps dépassé les limites de la ville et attirait l'attention de tout le pays. Les gens se sont activement engagés dans les discussions. Beaucoup pensaient qu'une femme mentalement saine était tout simplement incapable d'un tel acte, tandis que d'autres étaient convaincus que ce n'était qu'un moyen commode d'échapper à ses responsabilités. Les débats dans les médias et sur les réseaux sociaux sont devenus si vifs que les enquêteurs ont dû commenter officiellement la nécessité de procéder à une expertise psychologique et psychiatrique. L'enquête a ordonné une expertise psychologique et psychiatrique complète, avec un objectif clair: déterminer si Marina était capable d'évaluer adéquatement les conséquences de ses actes. Son sort futur dépendait des résultats de cette expertise. Si les experts la déclaraient irresponsable pénalement, la femme serait envoyée en traitement forcé. Si sa responsabilité était confirmée, elle encourait la peine maximale. Le travail des experts a duré plusieurs semaines. Pendant ce temps, les spécialistes ont étudié en détail la biographie de Marina, interrogé ses collègues, ses voisins et ses connaissances. Presque tous ceux qui l'avaient côtoyée la décrivaient comme une personne réservée, mais tout à fait normale, qui gérait de manière stable ses affaires quotidiennes et professionnelles. Aucune des personnes interrogées n'avait remarqué chez elle de signes de trouble mental ou de comportement inhabituel auparavant. Néanmoins, le comportement de Marina à toutes les étapes de l'enquête était inhabituel. La femme ne manifestait ni peur, ni angoisse, ni même d'intérêt pour son propre avenir. Elle répondait de manière claire et logique aux questions des enquêteurs et des psychiatres. Son discours ne contenait aucune affirmation étrange ou phrase incohérente. Cependant, son détachement émotionnel total était si prononcé qu'il soulevait de nombreuses questions. Pendant ce temps, la défense continuait d'insister sur le fait que l'absence de signes extérieurs de maladie ne signifiait pas toujours son absence. Les avocats se référaient à des cas de jurisprudence où des personnes atteintes de graves maladies mentales pouvaient mener une vie normale pendant longtemps, la crise ne se manifestant que dans certaines circonstances. Ces arguments ont encore intensifié le débat public autour de l'affaire et ont obligé les enquêteurs à vérifier attentivement chaque détail du passé de la femme. L'attente des résultats de l'expertise est devenue le moment le plus tendu de l'enquête. Les gens suivaient toute mention de l'affaire dans les actualités et sur les réseaux sociaux. Beaucoup espéraient que le résultat apporterait une réponse claire sur qui était réellement Marina, une personne ayant commis un crime conscient ou une femme ayant complètement perdu le contact avec la réalité. Et bien que les résultats de l'expertise psychologique et psychiatrique ne soient connus que plus tard, c'est cette conclusion qui devait déterminer de manière définitive à la fois la décision du tribunal et la perception de l'incident par la société. L'enquête et le public comprenaient déjà que le résultat de cette étude serait essentiel pour comprendre les motivations du comportement de la femme qui avait provoqué une si retentissante tragédie. Après avoir examiné la version d'un possible trouble mental, les enquêteurs ont décidé d'explorer plus en profondeur le passé de Marina Kostrova pour comprendre les véritables raisons de ses actes. La principale source d'information était sa mère, la personne qui maintenait un contact permanent avec Marina et lui envoyait régulièrement de l'argent. C'est elle qui pouvait révéler des détails importants sur la vie de sa fille avant son déménagement à Drobovic en 2020. Au cours de l'entretien, la mère a raconté que ses relations avec sa fille n'avaient jamais été proches et confidentielles. Dès l'adolescence, Marina était une personne renfermée et évitait toute proximité émotionnelle, même avec ses plus proches parents. Malgré tous les efforts de la mère, il n'a jamais été possible d'établir un contact profond avec sa fille. Les enquêteurs tentaient également de poser des questions sur l'identité du père de Sofia et Denis. La mère de Marina a expliqué que les deux enfants avaient le même père, un homme beaucoup plus âgé que Marina et officiellement marié, avec qui elle avait une relation secrète et intermittente pendant plusieurs années. En apprenant sa deuxième grossesse, il a complètement rompu les liens avec Marina et a refusé toute communication future. Depuis lors, elle évitait toute conversation à ce sujet et ne l'a jamais mentionné, même dans les discussions avec ses plus proches.
Les connaissances et les anciens voisins de Marina ont également confirmé que l'arrivée de Sofia et Denis avait été initialement perçue par elle non pas comme une joie, mais comme une obligation lourde et non désirée. La mère de Marina a dû s'occuper elle-même des soins quotidiens des tout-petits, car sa fille ne montrait manifestement aucun intérêt à s'en occuper. Des amis ont raconté que Marina se plaignait à plusieurs reprises de la perte de sa liberté personnelle et disait ouvertement que les enfants limitaient ses possibilités de vivre une vie pleine et entière. À l'époque, de telles déclarations étaient perçues par son entourage comme une simple fatigue de jeune femme et n'étaient pas prises au sérieux. Les voisins de sa ville natale se sont souvenus s'être plaints à plusieurs reprises de Marina auprès des services sociaux. Elle laissait souvent Sofia et Denis seuls et ne s'occupait pas du ménage. Cependant, l'intervention de sa mère, qui assumait à chaque fois la responsabilité, permettait d'éviter des conséquences graves. La situation se terminait toujours par des avertissements verbaux, sans jamais évoluer vers une attention plus soutenue de la part des autorités. Plus tard, l'enquête a établi que le déménagement à Drohobych n'était ni accidentel ni spontané. Marina avait délibérément choisi une ville où personne ne la connaissait pour se débarrasser définitivement du contrôle de ses proches et de l'éventuelle attention des services sociaux. Elle voulait enfin obtenir la liberté dont elle parlait depuis si longtemps et se défaire de ce qu'elle considérait comme un fardeau insupportable. Ces détails ont entièrement confirmé l'hypothèse de l'enquête, selon laquelle le comportement de Marina était la conséquence d'une lutte interne de plusieurs années et d'une aversion croissante pour la situation dans laquelle elle se trouvait. Il ne restait plus aux enquêteurs qu'à confronter ces faits avec les résultats de l'expertise psychologique et psychiatrique pour comprendre définitivement ses motivations et le degré de conscience de ses actes au moment du crime. Après que les enquêteurs ont étudié le passé de Marina et recueilli les preuves nécessaires, le 20 septembre 2024 a commencé une étape importante de l'enquête, la confrontation de la suspecte avec des faits irréfutables. L'interrogatoire devait permettre de déterminer ses véritables motivations et le degré de conscience de ses actes. L'interrogatoire s'est déroulé dans une petite pièce du service d'enquête. L'enquêteur a présenté à Marina les relevés de facturation de son téléphone et les transactions bancaires pour la période de juin à août 2024. Il a noté que lors de l'inspection de l'appartement le 17 août, des produits frais et depuis longtemps périmés avaient été trouvés, ce qui confirmait sa capacité à se nourrir régulièrement. Parallèlement, l'enquête a établi qu'aucun achat de produits pour Sofia et Denis n'avait été effectué séparément depuis plusieurs mois. Marina écoutait calmement, sans interrompre. L'enquêteur a demandé pourquoi, tout au long de l'été, y compris début août, elle n'avait commandé de la nourriture que pour elle-même, laissant Sofia et Denis sans alimentation normale. Marina a expliqué cela par son refus de dépenser de l'argent pour qui que ce soit d'autre. Selon ses dires, les petites portions de nourriture qu'elle donnait parfois à Sofia et Denis étaient tout à fait suffisantes. L'enquêteur a ensuite attiré l'attention sur les données du téléphone mobile des premières semaines d'août, confirmant que Marina passait quotidiennement beaucoup de temps sur Internet, regardait des vidéos et faisait des achats en ligne, démontrant ainsi sa clarté d'esprit et sa capacité à contrôler ses actions. À la question de savoir pourquoi elle n'avait pas tenté de changer la situation alors qu'elle se trouvait littéralement à côté de la salle de bain où étaient Sofia et Denis, Marina a répondu qu'elle était simplement trop fatiguée et ne voyait pas l'intérêt de s'occuper de quelqu'un d'autre qu'elle-même. Elle a expliqué qu'après son déménagement à Drohobych en juillet 2020, elle avait ressenti pour la première fois une véritable liberté qu'elle n'avait pas l'intention de sacrifier. Un court silence s'est installé dans la pièce. L'enquêteur s'attendait à voir des émotions ou des signes de remords, mais Marina restait calme et indifférente. À la fin de l'interrogatoire, il est devenu évident que Marina n'avait pas l'intention de nier ses actes et les considérait sincèrement comme justifiés. La tâche suivante de l'enquête était d'obtenir d'elle des aveux complets et de procéder à une reconstitution du crime pour éclaircir complètement le tableau de ce qui s'était passé. Pendant près d'un mois, du 21 septembre au 14 octobre 2024, les enquêteurs ont attendu les résultats de l'expertise psychologique et psychiatrique.
C'est d'elle que dépendait la qualification des actes de Marina et la compréhension des véritables motifs du crime. L'expertise a été menée par un groupe de psychiatres et de psychologues indépendants. Ils ont étudié attentivement les pièces du dossier, ont eu plusieurs entretiens personnels avec Marina et ont effectué divers tests pour déceler tout signe de troubles mentaux. Le travail des experts s'est déroulé de manière confidentielle et a été suivi d'une attention accrue du public. Le 15 octobre, l'enquêteur a reçu le rapport officiel. Les résultats étaient sans équivoque et ne laissaient aucune place au doute. Selon les conclusions des experts, aucun signe de maladie mentale ou de trouble de la personnalité n'a été décelé chez la suspecte. Les experts ont constaté que Marina Kostrova était pleinement responsable de ses actes et avait pleine conscience de ses agissements et de leurs conséquences. La conclusion des experts est devenue une preuve cruciale, confirmant définitivement que les actions de la femme n'étaient ni un accident, ni le résultat d'une crise psychique. Il s'agissait d'un crime intentionnel, commis en toute lucidité et en pleine connaissance de cause. Le 17 octobre, l'enquête a officiellement requalifié l'affaire. Au lieu de l'accusation initiale de non-assistance à personne en danger, Marina Kostrova a été inculpée d'un chef d'accusation beaucoup plus grave: meurtre avec préméditation et acte de barbarie. Les enquêteurs étaient désormais convaincus qu'ils n'avaient pas affaire à un accident ou à une irresponsabilité, mais un crime conscient, cruel et réfléchi. Ce changement de qualification a provoqué une vive réaction dans l'opinion publique. La presse a suivi de près chaque étape de l'enquête, attirant l'attention sur les détails de l'affaire. Cependant, les enquêteurs étaient désormais confrontés à une autre tâche importante: obtenir des aveux complets de Marina ou, en cas de refus, présenter des preuves irréfutables pour la confondre définitivement. Ce n'est qu'après cela que l'enquête pourrait passer à l'étape suivante, la reconstitution détaillée des événements. Après que l'accusation a été requalifiée en un crime plus grave, les enquêteurs ont décidé d'obtenir des aveux définitifs de Marina Kostrova. À ce stade, ils disposaient déjà de toutes les preuves qui excluaient la thèse de l'accident. Mais sa propre explication de la situation était importante pour avoir une vision complète du crime. Lors d'un nouvel interrogatoire, qui a eu lieu le 19 octobre, Marina a raconté sans émotion aux enquêteurs ce qu'elle prévoyait de faire ensuite. Elle a admis qu'elle avait l'intention de se débarrasser des restes de Sofia et Denis et prévoyait d'expliquer leur absence à ses voisins et connaissances par un départ chez leur grand-mère dans une autre ville. Selon elle, aucun de ses voisins ne s'intéressait suffisamment à ses affaires familiales pour soupçonner quoi que ce soit. Ensuite, Marina a expliqué qu'elle prévoyait de partir elle-même peu de temps après, de trouver un travail et de commencer une nouvelle vie ailleurs. Elle était convaincue que son histoire sur l'envoi de Sofia et Denis chez sa mère semblait tout à fait crédible et aurait pu facilement expliquer leur disparition pour une longue période. Lorsque les enquêteurs lui ont demandé comment elle comptait expliquer l'absence des enfants à sa propre mère, Marina a répondu qu'elle prévoyait de couper brutalement le contact. Elle avait préalablement parlé à sa mère de ses difficultés et de sa lassitude de la vie et pensait donc qu'une rupture soudaine de la communication paraîtrait logique. Marina s'attendait à ce que sa mère pense qu'elle était partie en quête d'une vie meilleure et ne poserait pas immédiatement de questions sur Sofia et Denis. Les enquêteurs ont particulièrement noté l'absence totale d'émotion pendant son récit. Marina parlait de son plan d'une voix égale et calme, soulignant qu'elle avait tout mûrement réfléchi à l'avance et n'avait jamais envisagé que son plan puisse échouer. Lorsque l'interrogatoire a abordé ses motivations, Marina a de nouveau confirmé calmement les faits déjà connus. Elle a expliqué qu'elle voulait simplement la liberté. Elle ne voulait s'occuper de personne, ne voulait pas assumer de responsabilité. Elle a dit que l'arrivée de Sofia et Denis avait été une grande erreur de sa part, qu'elle avait décidé de corriger de cette manière. Selon les enquêteurs, ce qui était particulièrement troublant, c'était la facilité et l'indifférence avec lesquelles la femme parlait de ce qui s'était passé. Elle n'exprimait ni regret ni culpabilité, se contentant de constater des faits qui lui semblaient tout à fait normaux et compréhensibles.
Après ces aveux, il est devenu évident qu'il ne restait plus à l'enquête qu'à consigner officiellement ses paroles et à passer à l'étape suivante, la reconstitution des événements dans l'appartement pour confirmer et consolider définitivement les preuves de son crime prémédité. Après les aveux, l'enquête est passée à sa phase finale, la reconstitution officielle des événements. Les experts de la police scientifique devaient reconstituer jour par jour et heure par heure les derniers mois de la vie de Sofia et Denis afin de confirmer la thèse des actions conscientes de Marina et d'écarter tout doute avant le procès. Les éléments de la reconstitution étaient les aveux de Marina elle-même, les conclusions de l'expertise médico-légale, les relevés téléphoniques et l'inspection initiale de l'appartement. Le point de départ était mai 2024, date à laquelle, selon Marina, elle a commencé pour la première fois à laisser Sofia et Denis derrière la porte fermée de la salle de bain. En mai et début juin, Marina les enfermait périodiquement dans la salle de bain pendant plusieurs heures, tandis qu'elle s'occupait des tâches ménagères ou naviguait sur Internet. Les habitants de l'immeuble entendaient parfois des bruits étouffés, des pleurs, des coups sur la porte, de faibles supplications, mais ne les associaient pas à un danger sérieux. Néanmoins, à la mi-juin, les plaintes concernant les bruits, que les voisins jugeaient inquiétants, se sont multipliées, et ils se sont adressés aux services sociaux pour demander une vérification de l'appartement. Fin juin, la durée de l'enfermement est passée à une journée entière. En juillet, les périodes d'isolement sont devenues encore plus longues. Selon les aveux de Marina, elles atteignaient plusieurs jours consécutifs. Les données téléphoniques ont montré que la femme utilisait activement Internet pendant cette période, passait des commandes de nourriture et de biens, ne sortant presque jamais de chez elle. Suite à la plainte déposée, les services sociaux ont mené une inspection. Marina s'y était préparée à l'avance. Quelques heures avant la visite, elle a fait sortir Sofia et Denis de la salle de bain, les a lavés, changés et nourris. Selon ses dires, avant la visite, elle leur a donné des instructions strictes pour qu'ils se tiennent tranquilles. Les psychologues, après avoir analysé la situation, ont conclu que les enfants étaient trop épuisés et effrayés pour protester ou paraître en mauvaise santé. C'est pourquoi les inspecteurs n'ont décelé aucun signe manifeste de menace et ont clôturé l'inspection sans intervenir. L'épisode final a commencé le 10 août 2024. C'est à cette date, selon les aveux de Marina et les conclusions des experts, que la porte de la salle de bain a été verrouillée pour ne plus jamais être ouverte jusqu'à l'arrivée de la police le 17 août. Pendant ce temps, Marina continuait sa vie habituelle. Elle regardait des vidéos, commandait de la nourriture, utilisait son téléphone, tandis que derrière la porte de la salle de bain, il n'y avait aucun contact avec l'extérieur. Le moment clé de la reconstitution fut précisément ce simple geste mécanique. Le 10 août, Marina s'est approchée de la porte de la salle de bain, a tourné la clé et a verrouillé la serrure, après quoi elle est allée dans la cuisine, a pris son téléphone et s'est mise à consulter son fil d'actualité et des vidéos. Ce fait est devenu un témoignage convaincant de sa conscience et de son sang-froid. Elle n'a pas tenté d'intervenir, même en se trouvant à quelques pas seulement de ce qui se passait. Après avoir achevé la reconstitution, l'enquête a consigné tous les détails, a établi la chronologie des événements et a préparé les documents à transmettre au tribunal. Il faudrait bientôt formuler l'accusation et présenter les preuves confirmant non pas une simple négligence, mais une privation consciente et systématique d'aide à ceux qui se trouvaient à ses côtés. L'audience s'est tenue en janvier 2025. À ce moment-là, l'enquête était terminée et l'affaire avait pris une ampleur considérable dans l'opinion publique. Le jour du procès, la salle était comble de journalistes et d'habitants locaux, choqués par les détails de cette histoire. L'accusée a été introduite sous escorte. Dès le début, l'attention de l'assistance s'est portée sur elle. Elle se tenait calmement derrière une paroi transparente, presque immobile, le regard perdu dans le vide. Son apparence et son comportement ne trahissaient ni anxiété, ni regret, mais plutôt une indifférence totale. Le juge a commencé à lire les pièces du dossier,
les conclusions des experts médico-légaux et les dépositions des témoins. Un silence tendu s'est installé dans la salle. Les personnes présentes écoutaient attentivement et avec abattement, conscientes de toute la gravité de la situation. Les jurés examinaient les documents et écoutaient le juge sans émotion visible, concentrés et attentifs. Quand vint le moment de sa dernière déclaration, l'accusée se leva et prononça calmement un discours, sans exprimer la moindre émotion. Elle déclara qu'elle n'avait jamais voulu fonder une famille et que l'arrivée de Sophia et Denis était pour elle une erreur dont elle avait décidé de se libérer. Elle voulait seulement vivre librement et sans obligation superflue. Sa voix était dénuée d'émotion, se contentant d'énumérer les faits d'un ton monocorde. Après son discours, le juge a annoncé une suspension d'audience pour délibérer. Pendant ce temps, Marina est restée assise tranquillement dans son box, sans réagir à ce qui se passait et sans montrer la moindre émotion quant à son avenir. Moins d'une heure plus tard, le juge est revenu et a lu le verdict. L'accusé a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le tribunal a particulièrement souligné le caractère cruel et pleinement conscient de ses actes et l'a condamné à la peine maximale possible, la réclusion à perpétuité. Elle a écouté le verdict avec le même calme et la même indifférence que tout ce qui s'était passé auparavant. Après la lecture du verdict, elle a été emmenée en silence hors de la salle d'audience sous escorte. Le procès était terminé, laissant au public de nombreuses questions difficiles et la nécessité de réfléchir à la manière dont une telle situation avait pu se produire. Cette histoire est devenue le point de départ d'une révision du fonctionnement de tout le système de protection sociale. Après le procès, des enquêtes ont été ouvertes sur les employés qui avaient visité l'appartement de Marina en juin et juillet 2024. Il s'est avéré que lors de leurs inspections, ils n'avaient pas fait preuve de suffisamment de vigilance et avaient ignoré des signes alarmants. À la suite de cette affaire, une réforme des services de la protection de l'enfance a été lancée. Les instructions destinées aux employés ont été modifiées, le contrôle a été renforcé et une ligne d'assistance téléphonique a été créée pour les signalements urgents et les plaintes des citoyens. Les experts, en analysant ce qui s'est passé, ont identifié comme cause principale de la tragédie un stéréotype répandu, à cause duquel les gens refusaient de croire qu'une mère puisse intentionnellement nuire à ses propres proches. Ce préjugé a empêché de réagir à temps à des signaux évidents. Une enquête distincte sur les agissements des inspecteurs des services sociaux se poursuit et l'identité du père biologique de Sophia et Denis reste inconnue et n'a pas influencé le déroulement de l'affaire. La principale leçon de cette tragédie est la nécessité de se fonder sur les faits et les circonstances réelles, plutôt que sur des attentes socialement admises et des clichés.